En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir l'essayiste et ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Philippe Val, et l'essayiste et chroniqueur Histoire du Figaro, Jean Sévillia. Il publie une version largement augmentée et actualisée de son grand succès, le terrorisme intellectuel. Ça s'appelle Les habits neufs du terrorisme intellectuel et c'est chez Perrin. 10 ans après Charlie Hebdo, ce terrorisme intellectuel continue-t-il de tuer? A-t-il changé de visage? Les grands médias ont-ils fini par s'ouvrir à des points de vue et des opinions qu'ils n'avaient pas le droit de citer il y a encore 10 ou 15 ans? Le mur du politiquement correct est-il sur le point de tomber? Tout de suite, les réponses de Philippe Val et Jean Sévillia en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jean Sévillia, Philippe Val, bonjour. 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 Ravi de vous recevoir ce dimanche sur ce plateau. On va parler politiquement correct, liberté d'expression. On va parler notamment du livre de Jean Sévillia, édition augmentée d'un grand succès de librairie d'il y a déjà 25 ans, le terrorisme intellectuel. Mais tout de suite, Philippe Val, votre sentiment après cette semaine de commémoration de la tragédie de Charlie Hebdo, où en est-on en France sur la question de la liberté d'expression? La France est plus Charlie qu'il y a 10 ans ou moins? C'est difficile. D'une part, si vous voulez, ça a régressé. J'en suis certain, je le sens, je le vois. Et d'autre part, vous y faites allusion dans votre introduction. Des journaux, des médias, des radios, des chaînes d'infos ont pris conscience du problème, sont assez vigilantes. Mais il y a un magistère d'une presse prestigieuse, détentrice des principes de la morale, Le Monde notamment, qui eux sont toujours dans une espèce de dénégation des problèmes. On ne veut pas voir la réalité. Et ceux qui les dénoncent sont toujours très suspects, plus que suspects. Alors, c'est une façon assez polie dans le journal Le Monde, mais quand on va vers la gauche, dont ils sont une sorte de vitrine légale, quand on va vers la gauche de la gauche, on n'est pas suspect, on est fasciste. Alors, la liberté d'expression, longtemps, elle a souffert d'une censure qui venait d'en haut. Maintenant, ça n'est plus le cas. La censure, elle vient d'en bas, elle vient par la peur. Elle vient par la peur qui s'exerce et qui est attisée par les réseaux sociaux. La peur parce qu'on a égorgé des professeurs, donc tous les professeurs ont peur. La peur parce que les mômes qui se retrouvent, les ados au lycée, enfin au collège, etc., disent qu'ils sont pas très chauds pour la liberté d'expression, pas très chauds pour le droit au blasphème. C'est parce qu'ils ont peur, en réalité. On s'est habitué à habiller la peur avec des arguments moraux. Et au nom d'un antiracisme, on vit dans une espèce de trouille de ce qui pourtant fait notre identité et qui est à la base de nos libertés, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté de créer, la liberté d'expression. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Mais il faut dire une chose aussi, c'est que ça devient assez ringard, d'une certaine façon, cette espèce de façon d'accuser, ce wokisme qui accuse d'islamophobie, qui accuse de ceci, qui relève toutes les offenses, ce qui fait qu'on pourrait plus parler de rien nulle part. C'est tellement ridicule, c'est tellement grotesque. En réalité, ça passe pour une avant-garde alors que c'est une arrière-garde. C'est un académisme, ça vient des académies, ça vient des universités, ça vient du magistère des compagnons de route d'après-guerre, des compagnons de route du Parti communiste. Ça vient de tout ça. C'est une longue histoire de la bien-pensance d'extrême gauche. De la gauche, on pourrait dire antifasciste et non pas antitotalitaire. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est encore très fort. Ça fait partie encore du bon goût et de la morale journalistique, intellectuelle, universitaire. Mais j'espère qu'il n'y en a plus pour longtemps. C'est en train de devenir tellement grotesque que j'ai l'impression que ça se fendille. En tous les cas, il y a des journaux, on peut
citer. Il y a les Échos, le Figaro, le Parisien, enfin, qui font un travail d'enquête, de vigilance, d'analyse excellent. Même Libé parfois fait des efforts. Je pense que celui qui tient le mieux encore sur ses positions, c'est Le Monde. Et il y a pour aller dans votre sens, il y a peut-être effectivement un clivage entre la pensée médiatique dominante, d'ailleurs on en parlera avec Jean Sévillia, c'est ce qu'il montrait dans son livre, et l'opinion publique, puisqu'il y a un sondage qui est plutôt réjouissant, qui vient de paraître de l'IFOP, qui montre que 3/4 des Français sont ultra favorables aux caricatures. Ça vous fait plaisir, ce sondage? Oui, et 50% des gens qui viennent de pays musulmans en France, c'est incroyable. Ça, on le sait. Ça, c'est. Et vous savez, ce qui arrive par exemple, à Sophia Aram ou à Boualem Sansal, le traitement médiatique dans les émissions, par exemple, de Karim Rissouli sur le service public de la télé, c'est formidable parce que ça dit tout. Ce sont de mauvais arabes. Un bon arabe, pour cette pensée-là, il doit être très musulman, sa femme doit être voilée, il doit être contre les caricatures, c'est ça un bon arabe. Mais un arabe laïque, un arabe qui est pour la liberté de conscience, qui peut être croyant, mais qui n'est pas enfermé dans une idéologie politique liée à sa religion, alors là... c'est impossible. Donc, on voit bien que le débat autour de Boualem Sansal ou de Sophia Aram qui est scandaleux, qui est ridicule, qui est horrible et qui est en plus injuste. Être Boualem Sansal et être Charlie, c'est la même chose. Mais évidemment, être Charlie, c'est pas aimer la ligne éditoriale de Charlie ou les dessins de Charlie, l'esthétique ou les idées politiques. Moi-même, quand j'étais à Charlie Hebdo, j'étais pas toujours d'accord avec ce qui s'écrivait et ce qui se dessinait dans mon journal. Mais être Charlie, c'est être pour la liberté de conscience, c'est tout. Ça n'est que ça, et être pour la liberté de création, d'expression, d'information. C'est ces libertés-là qui nourrissent nos régimes libéraux. Ces régimes libéraux qui sont le diable pour une partie de cette gauche qui maintenant a gagné à gauche, puisque il n'y a plus qu'elle à gauche, pratiquement. Elle a bouffé complètement la gauche rocardienne ou la gauche libérale, qui a disparu des radars. Pour maintenant, on se retrouve avec une gauche de compagnons de route, c'est-à-dire qu'ils sont pas staliniens, ils sont d'accord avec Staline. Ils sont compagnons de route de Staline. Jean-Luc Mélenchon était là le 11 janvier avec François Hollande. D'ailleurs, quel regard portez-vous justement sur cette gauche, que ce soit Mélenchon ou Hollande? Et est-ce qu'il n'y a pas une forme d'illusion lyrique aussi le 11 janvier, il y a 10 ans, où tout le monde apparaissait Charlie? Parce que, vous l'avez dit, dans la population, il y a un consensus peut-être encore plus grand qu'il y a 10 ans. Absolument. Mais politique, il n'y a pas que médiatiquement, politiquement, la gauche, effectivement, c'est déporté très à gauche. Là, Jean-Marie Le Pen vient de mourir et il a un gros point commun avec Mélenchon. C'est que finalement, chacun de leur côté, ils ont été les artisans de la destruction de la droite de gouvernement ou de la gauche de gouvernement. Ils ont bousillé le débat démocratique entre les conservateurs et les progressistes, qui est un débat démocratique normal, important, souhaitable même. Ce débat ne peut plus avoir lieu puisqu'on est face à face. Il y a un centre qui se cherche et qui cherche une majorité introuvable, et de chaque côté, des extrêmes qui interdisent tout consensus, tout dialogue, enfin, toute écoute de l'autre. Jean Sévillia, le terrorisme intellectuel date de 25 ans. Qu'est-ce que c'est d'abord le terrorisme intellectuel? Comment vous le définissez? Et ensuite, quand vous avez écrit ça il y a 25 ans, est-ce que vous imaginiez que ce terrorisme intellectuel, d'une certaine manière, allait se transformer en terrorisme à balles réelles? Alors, balles réelles, non, on ne le voyait pas venir au début des années 2000, encore que les attentats de Mera, ça vient très vite, après tout. Bon, mais on était... C'est 2012, c'est 2 ans. Oui, j'ai 12 ans, mais 12 ans à l'échelle de l'histoire, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis, si je veux dire, Mera, il germait, il était en 2000, il était vivant, il était lycéen à Toulouse, enfin, il était là, quoi. Tout ça était dans le germe. Le terrorisme intellectuel, c'est ce que je définis comme ça, c'est un système qui s'est mis en place
dans l'après-guerre, à l'époque où le Parti communiste était hégémonique dans les milieux intellectuels, parce que la droite était complexée, parce que toute partie de la droite avait été vichiste, parce que la droite ensuite de pouvoir s'intéressait guère au débat des idées, donc la droite a fait de l'économie, en gros, schématiquement, elle a géré. Il y a une sorte de mainmise de la gauche sur le pouvoir culturel. Sur le pouvoir culturel, sur le pouvoir des idées. Voilà. Donc, massivement, en France, une donnée sociologique, le monde médiatique penche à gauche, 70% des journalistes votent à gauche. En tant que citoyen, je considère que c'est parfaitement leur droit. Seulement, quand une profession est aussi orientée massivement, ça n'est pas sans incidence sur le contenu de l'information. Les institutions culturelles, l'édition, une grande partie de l'université, etc. Voilà. Bon. Donc, il y a une sorte de décalage entre les élites intellectuelles et culturelles et la réalité de la population qui, elle, est partagée schématiquement entre gauche et droite. Alors, il y a des moments où ça penche plus à gauche, d'autres moments plus à droite. En ce moment, la France est à droite. Enfin, le monde intellectuel n'est pas représentatif de la société. Donc, il y a un décalage, avec des représentations donc, qui sont différentes dans le monde intellectuel de celles de ce que vit la population. Et ce filtre idéologique a changé. Alors, le terrorisme intellectuel, c'est un mécanisme qui se maintient, mais l'idéologie dominante change. Dans les années 50, on était stalinien. Voilà. Dans les années 60, on était tiers-mondiste, c'était Mao, etc., etc. Ensuite, il y a eu les années 70, on était post-68, c'était la libération, la déconstruction de tout, etc., etc. Voilà. Ensuite, on a eu la vague du droit de l'homisme, années 2000. Enfin, voilà, on arrive jusqu'à nos années. Il y a une courte pause et je vous reprenais la parole tout de suite, Jean Sevilla, pour nous dire quel est le visage du terrorisme intellectuel aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean Sevilla et Philippe Val. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Jean Sevilla et avec Philippe Val. 10 ans après la tragédie de Charlie Hebdo, on s'interroge sur le politiquement correct, la liberté d'expression en France. Où en sommes-nous? Jean Sevilla, avant la pause, vous nous donniez justement la définition justement du terrorisme intellectuel, le titre de votre nouveau livre, on le rappelle, qui paraît chez Perrin, enfin un livre qui n'est pas nouveau, qui a 25 ans, mais vous parlez des habits neufs du terrorisme intellectuel. Vous expliquiez qu'il a pris plusieurs visages. Quel est son visage aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le fond culturel et le fond idéologique restent le même, c'est-à-dire une certaine vision sans frontiériste. Il faut détruire les identités nationales, les identités sexuelles, etc., etc. Voilà. Donc une vision un peu globalisante. De ce point de vue-là, on est au fond sur le même point de vue que les années 90. Il y a une inflexion ces dernières années autour de la question, je dirais, du genre, et c'est les questions sociétales, voilà, qui ont causé une forte affluence. Voilà. Maintenant, ce qui est nouveau aussi, c'est dans le paysage intellectuel et médiatique, c'est que au départ, c'est un problème technique, enfin pas un problème, c'est une donnée technologique. Quand j'ai publié mon livre dans les années, j'ai publié en 2000, c'est un livre que j'ai travaillé à la fin des années 90. Les réseaux sociaux n'existaient pas, il y avait 4 ou 5 chaînes de télévision. Voilà. Aujourd'hui, le paysage est totalement éclaté et la technologie est là. On a tous dans notre poche notre iPhone qui nous permet d'avoir 50 moyens de communication, de diffusion des idées. Voilà. Et donc, il y a une sorte de dispersion des moyens de réception et de commentaires de l'actualité, de la réalité, ce qui fait d'ailleurs que il y a une sorte de débat prétendument citoyen. Alors c'est comme la langue des hommes, il y a la bonne et mauvaise chose, parce que il y a aussi l'éclatement, enfin il y a tous ces réseaux, il y a les blogs, etc. Donc il y a tout un tas de gens qui sont institués commentateurs de l'actualité, qu'ils soient géopolitiques ou politiques, qui n'ont pas forcément les compétences pour. Hein. Tout le monde se fait journaliste. Voilà, c'est pas que le journalisme soit un métier que je mets au pinacle, forcément, bien que ce soit le mien, mais enfin bon, c'est un peu compliqué. Alors c'est ça, c'est le danger. En même temps, ça crée un appel d'air, qui a permis l'expression de pensée, je dirais, dissidente. Peut-être dissidente à gauche, dissidente à droite, mais enfin ça d'une certaine manière, ça a donné un appel d'air. Ça, c'est très bien. Voilà. En même temps, c'est aussi un peu l'inconvénient des réseaux sociaux et des débats permanents qu'il y a sur les chaînes d'information en continu.
c'est le danger du café du commerce, c'est le danger de la petite phrase, parce qu'une analyse politique profonde, une analyse sociale, ça demande du temps, ça demande de la réflexion, ça demande de la culture. Aujourd'hui, on est sur règne un petit peu la petite phrase. Voilà. Donc, et la petite phrase, dans une époque où le politiquement correct est là, une petite phrase, vous avez employé ce mot-là, mais est-ce que vous ne penseriez pas quels sont vos arrière-pensées, voilà. Et donc, on va aujourd'hui soupçonner un tel parce qu'il a employé le mot un peu rapidement, le mot immigré, le mot musulman, sans le contextualiser, etc. Je veux dire, est-ce que vous ne seriez pas raciste? Est-ce que vous ne seriez pas fasciste? Est-ce que vous ne seriez pas homophobe? On sort toutes les phobies, la cage aux phobes de Philippe Muret. Et donc, il y a une sorte de montée. En même temps, il y a un éclat. Cette multiplication donne une multiplication des lieux de confrontation et de polémique. Voilà. Et ce qui est une nouveauté, ça existait auparavant, mais ça s'est vraiment accru depuis une dizaine d'années, et ça s'accroît en même temps, c'est une judiciarisation du débat. Vous employez un mot de trop ou une phrase qui peut être mal comprise, on vous fait un procès. Bon, exemple, Pierre Manant, qui il y a pas longtemps, sur un débat sur la chaîne du Figaro, pose la question du nombre de musulmans en Europe, et voilà, on le menace des pires foudres, alors que c'est un homme plutôt mesuré dans sa pensée, dans son expression. Enfin, il est devenu une sorte de raciste réactionnaire. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. Voilà. Donc, il y a ce débat-là, et il y a aussi l'introduction maintenant d'une forme de violence dans l'expression du débat d'idées, de non-respect de l'adversaire, qui se transforme en violence qui peut devenir la violence physique. Alors bien sûr, il y a la question de l'islamisme qui est un point un peu spécifique, mais il n'y a pas que ça. Les questions de genre, par exemple, c'est une question très complexe, subtile, je veux dire. Enfin, quand on voit, il y a deux jeunes femmes féministes qui ne viennent pas... Dora Muto et Marguerite Stern. Oui, c'est ça, qui ne viennent pas de la vieille droite athéiste catholique, qui posent la question du transgenrisme. Elles sont aujourd'hui poursuivies, elles sont victimes d'une sorte de persécution. Elles ne peuvent pas faire une signature de leur livre dans une librairie sans être menacées. Quand elles font une conférence, les organisateurs reçoivent des menaces, etc. Donc il y a une sorte de pression, il y a une sorte de violence aujourd'hui extrêmement forte dans le débat des idées. C'est un débat d'idées qui n'est plus libre. Je veux dire, il y a des droits, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, ou alors il faut prendre d'infinies précautions de langage pour en dire le moins possible. Voilà. Ce qui donne évidemment de la force à ceux qui sont des briseurs de tabous, qu'on aime ou on les aime pas, mais c'était la force d'Éric Zemmour, par exemple, parce que il disait tout haut, tout un tas de choses. Alors, juste ou non, c'est un autre débat, mais je veux dire, parce qu'il avait la volonté, ça a été son moment de succès, hein, il a eu la volonté de dire des choses très fortes. Voilà. Et en son temps, c'était, pour le meilleur, pour le pire, c'était la force de Le Pen aussi, qui était sur son côté tribun, quoi, je dirais, par rapport à un monde politique très normé, parler comme le peuple, je mets le peuple entre guillemets. Voilà. Donc, moi, je pense, pour reprendre le début de la question que vous posiez au début de l'émission, moi, je ne pense pas que le mur du politiquement correct soit prêt de s'effondrer. Le système se défend très bien. Il y a bien sûr un renouvellement de la pensée, il y a des expressions différentes, mais enfin, le système se défend très bien. Et donc, je ne suis pas très rassuré sur l'avenir de la paix civile en France, ni sur l'avenir de notre système politique. On le voit, enfin, on est dans un système tout à fait bloqué en ce moment, avec une tripartition du paysage politique. C'est comme ça, c'est l'expression des Français. Mais enfin, on n'arrive pas à s'en sortir parce que les gens aussi ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas, ils ne se parlent plus, ils ne se comprennent pas. En plus, je pense que la baisse du niveau culturel et intellectuel du pays, qui est due aux baisses du niveau scolaire, est un facteur aggravant. Quand on ne sait plus, quand on ne comprend plus les mots, quand on ne comprend plus les nuances, on ne résout pas les problèmes par le discours, par la parole, ce qui est la tradition démocratique depuis Athènes, mais par la violence, par les poings. Tu penses pas comme moi, je te fous un poing dans la gueule. Et ensuite, le deuxième point, c'est un coup de couteau. Bon, je veux dire. Donc, il y a une sorte de tension. Je trouve que nous sommes très, 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 très loin d'être une société apaisée. Et le terrorisme intellectuel en est le reflet dans le monde des idées. On va confier un off à ceux qui nous écoutent. À la pause, Philippe Val, on disait, on est passé de Rousseau, Jean-Jacques, à Rousseau, Sandrine. Donc, c'était pour parler de l'effondrement intellectuel qu'évoquait Jean Sévillia. Comment vous l'expliquez ? On avait cette discussion
question à la pause, notamment parce que on pointait la médiocrité d'une certaine gauche radicale au-delà de ses idées. Sartre apparaissait comme un personnage autrement plus consistant qu'Émeric Caron, par exemple. Voilà, sauf que d'une certaine façon, sans le magistère de Sartre et l'invention du concept de compagnon de route, on n'aurait peut-être pas Émeric Caron aujourd'hui. Bon, mais parce que c'est finalement se rendre compatible avec l'incompatible. Être compagnon de route. Je suis pas d'accord avec les crimes de Staline, mais je marche quand même avec Staline sur la même route. Donc, il y a quelque chose qui va. Et ça, ça concerne toutes les causes qu'on suivit, pas que Staline. Toutes les causes indéfendables ont été défendues. Mao, etc. Et les islamistes aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une fascination pour cette gauche-là, cette gauche totalitaire pour la violence? C'est un gène. C'est la même fascination pour l'islamisme qu'il y avait pour le communisme jadis? Oui, c'est le même. En tous les cas, c'est la même bienveillance silencieuse, plus ou moins discrète, plus ou moins chic. Parce que c'est cette violence, c'est quand même chic d'aimer les gens ultra violents, etc. On a vu ça avec Virginie Despentes ou Daniel Obono. Enfin bon. Et donc on voit, il y a quelque chose qui est très effrayant, c'est que nos sociétés sont des sociétés élaborées, complexes, qui ont accumulé des savoirs, des sciences, des couches entières de culture, d'esthétique, depuis l'Antiquité, depuis l'hybridation judéo-grecque, et puis après, au fil du Moyen-Âge, bon, bref, on s'est toujours occupé énormément dans cette partie du monde qu'on appelle l'Europe et la civilisation européenne. On s'est beaucoup préoccupé de la transmission au point d'en faire une institution primordiale qui coûte le plus cher à la société, la transmission. Or, la transmission est en panne, d'où le niveau intellectuel débilitant qu'on voit apparaître chez les gens qui parlent en public bien souvent et qui sont hommes politiques, femmes politiques, qui disent des trucs. Enfin bref, on sent qu'ils parlent avec des fautes d'orthographe, quoi. Et donc, cette transmission est en crise, déjà parce qu'on a assassiné des profs et que ça fait peur à tous les... On assassine un prof, ça fait peur à tous les profs. 2 profs, ça fait peur encore à plus de profs. Et on dit, voilà, il y a une crise des vocations parce que les profs sont mal payés. Mais c'est vrai qu'ils ont perdu un statut, mais c'est pas qu'une question d'argent. Parce que la vocation de la transmission, elle est pas que pour le profit. Et on accepte c'est une vraie vocation humaine dans nos sociétés à nous. Et donc, j'ai lu une étude européenne où on voit que on manque de profs, 8000 il y a 2 ans en Allemagne, rien que en Westphalie. Bon, donc, les gens veulent, alors qu'ils sont très bien payés en Allemagne, c'est pas qu'une question d'argent, c'est parce que l'autorité du savoir est contestée par les enfants et par les parents, et les profs se sentent menacés, ils ont peur. La peur est au cœur de nos problèmes, de tous nos problèmes. La peur de cette violence, vous parlez du terrorisme intellectuel, il s'exerce encore là d'une certaine façon, parce que quand on a fait des études pas trop mauvaises, qu'on peut devenir prof, on fait autre chose aujourd'hui. Parce que si l'autorité du savoir n'est plus entendue, si on ne peut plus parler de Darwin et de la Shoah ou de, je sais pas, bon, de l'histoire de la colonisation, on peut plus faire ce métier. Et on a envie de faire autre chose. Et si on ne transmet plus, on est foutu. L'Europe disparaît. L'Europe disparaît s'il n'y a plus de profs. Voilà. Merci Philippe Val, merci Jean Sévillat. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio, toujours en toute vérité. On continue à parler liberté d'expression. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio pour parler liberté d'expression politiquement correcte, terrorisme intellectuel, notamment avec Jean Sévillat qui fait reparaître dans une édition augmentée son best-seller, le terrorisme intellectuel. Ça s'intitule Les habits neufs du terrorisme intellectuel. C'est chez Perrin. Avec Philippe Val, tout à l'heure, on se disait que le terrorisme intellectuel s'accompagnait désormais
d'un effondrement intellectuel qui était aussi lié à un effondrement de l'école et de la transmission. Est-ce qu'à l'intérieur de l'école, justement, vous parliez de combat culturel, c'est vraiment un secteur justement où le combat culturel du gauchisant, du terrorisme intellectuel s'est imposé pendant des années, voire des décennies, et continue peut-être de le faire aujourd'hui. Oui, alors là je vais être un peu sévère, mais je dis ce que je pense avec l'éducation nationale, et en tout cas même avec son personnel enseignant, parce que si vous voulez, bon, les profs c'est une donnée sociologique admise, ils penchent à gauche majoritairement. Bon, c'est parfaitement leur droit en tant que citoyen, mais d'une certaine manière, je dirais, là je suis un peu polémique, mais ils ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis, si vous voulez, parce que c'est toute la pensée 68, même si les profs d'aujourd'hui, les plus jeunes sont nés bien après 68, mais enfin, on a déconstruit l'idée, qu'il fallait déconstruire, le savoir bourgeois n'était plus intéressant, c'était le sous-corps dominant, étudier une notice de machine à laver était aussi intéressant aussi formateur en français qu'étudier un poème de Verlaine, etc. Je veux dire, ça a été le discours, je caricature à peine, hein, je veux dire. Donc on a malheureusement beaucoup de professeurs on sciait la branche sur laquelle il était assis. Ensuite, bon, confronté à un brassage de populations extrêmement différentes, je veux dire, avec un antiracisme de principe qui est sympathique, voilà. Mais enfin, c'était aussi une façon de s'aveugler sur un certain nombre de problèmes spécifiques qui sont liés quand on arrive massivement en France des populations issues de traditions culturelles différentes de nôtres. Il y a un temps d'accoutumance, il y a un travail d'intégration qui doit se faire, etc. Or, le milieu enseignant était très, très réservé vis-à-vis de tout cela. Voilà, la petite main jaune, voilà. Mais il y a un moment où on est rattrapé par le réel. Voilà, ils sont rattrapés par le réel. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont sapé, malheureusement, le savoir sur qu'ils étaient censés défendre et transmettre. Et ils n'ont pas été, puisqu'ils étaient nourris dans cette idée-là, les profs d'aujourd'hui, ce sont des fils de profs qui eux, ont fait mai 68. Hein, pas d'autorité, il ne faut pas imposer le savoir. C'est l'élève qui construit lui-même son propre savoir. C'est-à-dire qu'on a déconstruit l'autorité aussi. Voilà. Alors, comment transmettre l'autorité à des enfants qui, en plus, parfois, viennent de milieux et de traditions culturelles différentes et avec des structures familiales assez différentes? Il y a une sorte d'effondrement de l'école qui s'opère sur ces bases-là. Philippe Val, Jean Sévillia parlait de cette volonté de la gauche de déconstruire. Est-ce que Charlie Hebdo, d'une certaine manière, mais c'était son rôle en tant que journal satirique, en étant Anna, a participé aussi de ce mouvement-là, voire Jean Sévillia évoquait la question de l'immigration. Est-ce qu'il vous est arrivé vous-même d'être dans une forme de terrorisme intellectuel sur cette question-là il y a quelques décennies? Les opinions dont Charlie étaient diverses, et certainement, mais qui à gauche n'est pas tombé dans là-dedans? On a tous été convaincus parce que on pensait pas, on n'a pas, comment dire, on s'est fait avoir. Enfin, moi, je pense pas m'être fait beaucoup avoir quand ça a commencé à apparaître, mais par le tour de passe-passe de ce terrorisme intellectuel, parce que finalement, je trouve que l'expression est plutôt bonne et adéquate. Quand il y a eu ce tour de passe-passe de substituer à la haine ou au refus ou au rejet d'un individu en raison de son origine, substituer à ça une critique de la religion. Et que la critique de la religion, c'est appelé racisme. On n'a pas vu ça. Alors il fallait critiquer cette religion. Mais quand l'antiracisme dominant a commencé à dire « Ah mais c'est raciste de critiquer la religion », on s'est tous fait avoir. On sait pas, presque tous, en tous les cas. Il y en a qui se font encore avoir aujourd'hui avec ça. Une religion, c'est pas des gens. Une religion, c'est pas des origines ethniques. Quand on voit dans ce fameux sondage que 50% des gens des Arabes en France sont pour le blasphème, la liberté du blasphème en tous les cas. Et moi, il y a pas longtemps, hélas, enfin, je pourrais plus le refaire aujourd'hui, mais il y a quelques semaines, j'étais avec Boalem Sansal dans une ville de province et tous les deux, on signait 2 bouquins. Et j'ai été épaté par le nombre d'Arabes
qui venaient faire signer leur livre à Boualem et qui lui serraient la main avec effusion. Enfin, c'est une ville où il y a pas mal de gauchistes et pas mal de dingues, alter ceci, et naturopathes. Et là, quand même, il n'a pas arrêté de signer. Et il y avait beaucoup d'Arabes. Donc, il y a quelque chose qui passe pas dans l'information. Mais ça va finir par passer un jour. J'espère que ça va finir par passer un jour. Mais vous voyez, il y a cette assignation des Arabes à résidence identitaire même. C'est vraiment dégueulasse. C'est profondément raciste. Et ça se fait au nom de l'antiracisme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, il va falloir que ça cesse. Parce que c'est insupportable. Et une fois de plus, gardons bien ferme à l'esprit qu'on doit pouvoir critiquer les religions et que ce n'est pas raciste. Voilà. Et que si on critique l'islam, un islam qui laisse se développer en son sein une forme radicale, une forme politique, une forme médiévale, une forme puritaine et surtout une forme très hostile à nos institutions et à l'esprit européen, il est normal de le critiquer. Ne pas le critiquer relève de la lâcheté. Ça relève d'une grande lâcheté et un manque de patriotisme européen qui est coupable. Je vous posais volontairement la question sur l'immigration, pas seulement sur l'islam. Vous nous l'avez dit, évidemment, bien sûr qu'il y a beaucoup d'Arabes, pour reprendre votre expression, de Français musulmans parfaitement intégrés, parfaitement ouverts au blasphème. Mais est-ce qu'on n'a pas importé aussi l'islamisme avec une immigration incontrôlée? Et je vous parlais de terrorisme intellectuel sur cette question-là, elle a fait partie des questions tabous parce qu'on a assimilé critique de l'immigration ou du contrôle de l'immigration au racisme aussi. Là, aujourd'hui, le problème de l'immigration, il y a quelque chose qui ne va pas nulle part sur la question de l'immigration. Dans le discours sur l'immigration, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Qu'on soit pour ou contre, de toute façon, ça ne va pas. L'argument n'est pas... Parce qu'au fond, l'Europe de l'Ouest a toujours été une terre où se réfugiaient des gens. Depuis l'Antiquité, parce qu'après, il n'y avait rien. Après l'océan Atlantique... les premières colonies juives, c'est le 1er siècle du temps de Jésus-Christ pratiquement. Bon, donc il y a eu du monde qui est passé là. Il y a toujours eu du brassage. Il y a toujours eu le problème ne se pose. Le problème de l'immigration ne se pose de façon aiguë que parce qu'il ébranle les démocraties. Il affaiblit la démocratie parce qu'il y a une importation d'une religion politique. S'il n'y avait pas l'importation d'un islam hostile aux institutions démocratiques des Européens, il y aurait beaucoup moins de problèmes d'immigration. Il y aurait des problèmes d'immigration comme il y en a toujours au début des vagues. Mais après, ça rentre dans les Italiens, les Polonais, tout ça, c'est rentré, c'est devenu... des Français, c'est devenu des Italiens, c'est devenu de ce qu'on veut. Enfin, voilà. Mais quand c'est une religion qui soude les gens quand il y a une partie de cette religion qui soude les gens contre le pays dans lequel ils sont accueillis, ça ne peut pas marcher, l'immigration. Et toute la révolte contre l'immigration aujourd'hui, on le voit même dans toute l'Europe, en Allemagne, partout, c'est pas lié au fait qu'il y a de l'immigration, c'est lié au fait qu'il y a une immigration qui ne veut pas s'intégrer. Regardez ce qui s'est passé au Danemark, qui était un pays extrêmement accueillant et avec les immigrés venant de pays musulmans. Alors, études, appartements, trouver du travail, instruction, apprentissage de la langue. Le Danemark a été impeccable. Il s'est retrouvé avec des attentats. Alors maintenant, ils ont vissé, ils ont dit stop, on arrête. Et après, on dit mais ils sont pas un peu fachos, les Danois? Non, Mette Frederiksen, elle vient vraiment de la gauche, la première ministre danoise. Et elle a raison, ce qu'elle fait. C'est pas l'immigration en soi, c'est une certaine immigration qui est absolument impossible à intégrer, tout simplement parce qu'elle ne veut pas s'intégrer. Merci Philippe Val, merci Jean Sévilla. C'est la dernière partie de l'émission. Dans quelques minutes, on se retrouve pour parler liberté d'expression, pour parler terrorisme intellectuel. À tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Jean Sévilla et avec
Philippe Val pour parler terrorisme intellectuel, liberté d'expression 10 ans après Charlie, comment a évolué la situation. On parlait de la question de l'immigration, notamment de l'immigration musulmane qui a longtemps été un tabou en France. Vous vouliez réagir, je crois, Jean Sévillia? C'est toujours. Ça fait partie de vos il y a un chapitre consacré à cette question. Pas d'amalgame avec l'islam. Dans les habits neufs du terrorisme intellectuel. Je suis le premier à penser qu'il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme. Il y a des milliers de musulmans et des dizaines de milliers de musulmans qui vivent en France paisiblement comme des citoyens français ordinaires et qui pratiquent leur religion paisiblement. Voilà. Maintenant, il y a quand même un questionnement qu'on peut poser, un questionnement intellectuel, sociologique, historique, politique. C'est que l'islamisme est une lecture de l'islam. Elle peut être erronée, je veux bien, mais c'est une lecture de l'islam. On peut poser la question. Voilà. Il y a quand même le pape Benoît XVI, quand il avait fait un discours à Ratisbonne en 2016, qu'il avait posé la question du rapport de la violence au sein de l'islam, le monde entier lui est tombé dessus. Mais il posait une vraie question, qui est une vraie question. Donc cette question-là, il faut aussi la poser. Or, le terrorisme intellectuel, justement, ne veut pas qu'on la pose. On étouffe le sujet. Voilà. Sous prétexte de ne pas tomber dans l'islamophobie. C'est toute la thèse de votre livre, c'est que le terrorisme intellectuel empêche finalement d'avoir des débats sur les questions, les questions de fond. Il y a effectivement la question de l'immigration, là, et on revient, mais c'est pas la seule question qu'il y a dans votre livre. Vous évoquiez tout à l'heure les questions sociétales, la question de l'Europe. La question de l'Europe, qui est une question qui me paraît fondamentale. Si vous voulez, la question de la souveraineté de la France, c'est une question qui n'est pas simple et qu'on ne peut pas réduire la question de la souveraineté de la France à du nationalisme primaire. Il y a une vraie question. Quand Madame Ursula von der Leyen, il y a quelques semaines, a signé l'accord du Mercosur en Uruguay, alors que la France était contre, tous les Français se sont dit, elle se fout de nous, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de nationalistes primaires pour penser ça. Ça veut dire qu'il y a un problème quand même entre l'ajustage au sein de l'Europe unie. Il n'y a pas de force politique, même le Rassemblement national s'est converti d'une certaine manière, donc on ne conteste plus l'appartenance de la France à l'Europe unie, à accepter l'euro, etc. Enfin, la question n'est pas réglée, à mon sens, de l'ajustage entre l'appartenance de la France à l'Europe unie et la défense des intérêts souverains de la France. Il y a une part, voilà, c'est une vraie question. Donc, mais cette question-là est obscurcie par le terrorisme national, parce que c'est terrorisme intellectuel, pardonnez-moi. Un débat quand même, un débat ouvert là-dessus. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous là-dessus, mais bon. Je trouve, oui, peut-être, mais je veux dire, vous n'avez pas le même point de vue sur le. On n'a pas le même point de vue, mais je trouve que le débat n'est pas très ouvert. Mais il est vrai que, alors peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, Philippe Val, mais que on a voulu confondre le nationalisme et le souverainisme, la volonté de protéger, même économiquement, son territoire, de laisser la souveraineté aussi, puisqu'il y a une question de démocratie. Si on reprend la question du référendum de 2005, il y a quand même eu un tour de passe-passe démocratique qui était quand même sidérant. Je veux dire, les Français sont prononcés contre. Cela dit, il y a eu un vrai débat en 2005. Ça pose la question aussi d'une certaine fracture entre les élites et le peuple, puisque ça n'a pas été. Si ce n'est que 99,9% de la puissance politique, la puissance médiatique, etc., était pour. À l'époque, oui, il y avait encore un décalage entre. Très important. Philippe Val, vous vouliez réagir ? Oui, parce que je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire que le traité de Lisbonne a sabonné la planche au vote négatif des Français. Et c'est pas vrai, parce que j'ai jamais compris qu'on puisse dire une chose pareille, parce que le traité de Lisbonne n'établit aucun traité constitutionnel. Or, la question du traité constitutionnel, c'était un traité constitutionnel. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a dit c'est le même traité, qui était l'auteur du traité constitutionnel. En plus, on avait besoin quand même d'une politique étrangère commune, c'est la moindre des choses. Alors, avec des institutions qu'il faut modifier, etc. Mais que pèsera l'Europe ? Et que pèse aujourd'hui l'Europe face à ces dangers si elle n'est pas unie par des liens, par des traités forts C'est un vrai débat, et puis on peut avoir des positions radicalement différentes. Là-dessus, simplement, ce que disait Jean Sévillia, c'est qu'on peut être en désaccord, mais certains peuvent penser qu'une Europe des nations, par exemple, est plus
seraient plus efficaces qu'une Europe supranationale sans pour autant être des méchants nationalistes. Je pense que c'est ça qu'il est en train de dire. Il faut voir l'autonomie que l'on donne aux nations. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de peuple européen, c'est faux. Il y a un peuple européen. Shakespeare, Goethe, Mozart, Montaigne, Cervantes, Dante ont fait l'Europe. Enfin, Einstein. Il y a une histoire commune et une civilisation commune. Une culture, une civilisation. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas de nation européenne aujourd'hui? Voilà. Je me le demande. C'est une question. On s'éloigne un peu, pour le coup, s'éloigne un peu du débat, même si c'est passionnant. Je vous réinviterai sur cette question. Philippe Val, tout à l'heure, Jean Sévilla, dans l'une des premières parties de l'émission, a évoqué, mais c'est un sujet que j'ai pas encore évoqué avec vous, deux évolutions dans le débat public, deux évolutions qui l'inquiétaient. La question notamment de la judiciarisation du débat public, et là vous en avez été directement victime, notamment avec le premier procès Charlie sur les caricatures, et la question des réseaux sociaux, avec ce que ça a pu apporter comme liberté en plus, mais ce que ça peut charrier aussi comme haine. Et donc je voulais avoir votre regard effectivement là-dessus. Alors, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je n'éprouve pas, je ne fais pas l'expérience d'agir et d'avoir une partie de ma vie consacrée aux réseaux sociaux. Mais je le regarde, et puis j'ai des proches qui sont sur les réseaux sociaux, donc je regarde ça. Ils me tiennent au courant de ce qui se dit sur moi, par exemple, et je me dis, putain, heureusement que je suis pas là-dedans, parce que sinon on fout plus rien, quoi. Voilà, bon. Pas faux. Et donc le problème que ça pose, c'est quand il y a les lois sur la presse en 1881, la France devient une démocratie. Mais les lois sur la presse sont des lois sur la presse. Ce n'est pas n'importe quoi. Enfin, il y a quelque chose. Il y a des règles de. Il y a des agréments, on pourrait dire, entre personnes et entre le collectif et les entreprises de presse, entre le collectif national et les entreprises de presse. Il y a des règles qui sont vachement bien, d'ailleurs, enfin, qui sont pas mal, et avec en plus des tribunaux pour en juger, enfin, que j'ai largement éprouvé, puisque j'ai été plus de 20 fois devant la 17e chambre, des tribunaux qui, en général, se débrouillent pas mal là-dedans et qui sont plutôt protecteurs de la liberté d'expression. Mais les réseaux sociaux, évidemment, c'est tout à fait autre chose. C'est une entreprise commerciale monstrueuse, transnationale. Alors là, pour le compte, la souveraineté, on oublie, ça n'existe plus, il n'y a plus de souveraineté. C'est très difficile de faire valoir, pour les nations, de faire valoir leurs droits et le droit de leurs citoyens. C'est très compliqué. L'Allemagne essaye, Breton a essayé de faire quelques règlements et quelques lois, heureusement, mais il n'y est plus. Bon, je ne sais pas qui s'en occupe maintenant à l'Europe. Et c'est un manque. Et le problème des réseaux sociaux est celui-ci d'abord, en premier et avant tout, à mon sens. C'est que j'ai été frappé, en dehors des trolls, en dehors de la façon dont ça peut influencer les élections démocratiques, ce qui est déjà scandaleux. Mais au procès, par exemple, Mila, Richard Malka, dont Richard Malka était l'avocat, donc j'ai suivi ça d'assez près, et j'ai été tout à fait frappé de voir que ceux qui demandaient que Mila soit violée, coupée en morceaux, égorgée, enfin bon, bref, tout ça, quand ils arrivaient à la barre, accusés, ils disaient « Ah mais je savais pas que c'était grave ». Donc je crois que c'est ça le fond du problème. C'est que, à la fois, c'est performatif et ça rend l'autre irréel. Ça déréalise l'autre. Nous, depuis Homère jusqu'à aujourd'hui, on a de cesse, et en passant par Lévinas, on a de cesse que de rendre l'autre réel. Et normalement, l'intellectuel, c'est-à-dire celui qui représente l'humanisme européen, l'intellectuel, c'est celui qui est le gardien de la réalité de l'existence de l'autre. Or, tout d'un coup, les réseaux sociaux
font déferler sur l'Europe une machine de guerre pour déréaliser l'autre. Et ça, c'est absolument dramatique. On ne sait pas comment on va se sortir de ça. Alors, on commence par interdire aux moins de 13 ans. Ça va être plus tard, je ne sais pas comment on va faire, mais il va falloir réguler cette histoire parce que ça fait des cerveaux malades. Et évidemment qu'un terroriste qui arrive devant une terrasse de café avec une Kalachnikov et qui balaye les gens qui sont là et qui tue des gens, évidemment qu'il tue des êtres abstraits. Sinon, il ne le ferait pas. Il est dans un truc, il est abstrait. Et donc, cette abstraction de l'autre, c'est ce qui nous menace, et le plus dans notre vie quotidienne. C'est très grave, cette histoire-là. Il va falloir qu'on travaille sur cette question qui est destructrice de milliers d'années de construction culturelle. Il nous reste 30 secondes. Je vais vous poser une question qui est peut-être un peu compliquée en 30 secondes, mais on va essayer. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez été 20 fois devant la 17e chambre. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, quand vous étiez patron de Charlie Hebdo, on a été trop loin? Est-ce qu'il y a quand même des limites à la liberté d'expression? Ah oui, je me rappelle d'une fois, on a perdu un procès, Richard et moi. C'est très rare, c'est le seul qu'on ait perdu, je pense, sur 24. Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo. Ouais. C'est le seul, je crois que c'est le seul qu'on ait perdu. Mais on s'est marré parce que en sortant du tribunal, il dit là, on l'a bien mérité. Eh bien, on terminera sur ce rire. On rappelle d'ailleurs que le livre est paru il y a quelques temps. Vous avez fait un très beau livre qui s'intitule Rire. C'est aux éditions de l'Observatoire. On rappelle également le livre de Jean Sévillia, Les habits neufs du terrorisme intellectuel. C'est chez Perrin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En toute vérité. Bon dimanche.